Salut Biba! Je te retrouve pour parler des favoris du mois de novembre. Salut Billy Bob, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour les favoris du mois de novembre. On commence ce bilan culturel avec des livres. J'ai lu étonnamment un recueil de poèmes, Je serai le feu de Maureen Wingrove, aka Diggly. C'est un sublime recueil de poésie et plus particulièrement de poétesse, honoré par l'illustratrice qui, durant le défi de Linktober 2017, un challenge destiné aux illustratrices qui consiste à faire un dessin chaque jour à l'encre. Au mois d'octobre, ça a lieu chaque année et chaque année je le rate. Ou en tout cas, je ne parviens pas au bout des 31 jours. Bref, c'est un autre sujet. Diggy se lance ce challenge, durant lequel elle se lance dans un immense jeu de pistes sur les traces d'un matrimoine invisibilisé. Ce livre-là va réunir 50 poétesses du 19, 20, 21e siècle. Et pour chacune d'entre elles, Diggly a réalisé un super beau portrait à l'encre, pimpé avec du doré. C'est splendide. Et en plus, elle a rédigé une biographie pour chacune d'entre elles pour accompagner la sélection de ses poèmes préférés. Billy Bob, on en a déjà parlé dans je ne sais plus quel épisode Focus, mais mon rapport à la poésie est quasiment nul. Je n'avais pas de poésie à la maison. J'ai pas tellement été marquée par ce genre-là au cours de mes études. J'ai toujours vu la poésie comme hyper élitiste, et d'autre part, je n'ai pas beaucoup entendu parler de poétesses, si ce n'est jamais, durant ma scolarité, comme si elles étaient occultées de la culture générale française. C'est vrai que depuis peu, j'essaye de m'y intéresser, sur le tard donc. C'est que Diggly prône et le répète souvent, c'est qu'il faut l'aborder avec une lecture très déculpabilisante, où la compréhension d'un vers n'est pas le plus important. Il faut plutôt se laisser bercer par un vers, par un mot, pas forcément décortiquer le texte et voir ça comme un envoûtement, une formule magique. J'ai aimé sa façon de voir les choses. Dans le livre, les poétesses sont rangées par famille, les excentriques, les mélancoliques, les prédatrices, les magiciennes. C'est pas des catégories pour les essentialiser comme telles, mais plus pour l'idée de les regrouper, de les ressusciter. Et bref, c'est un livre que j'ai trouvé absolument merveilleux, absolument nécessaire pour nous rééduquer sur notre histoire féminine. Deuxième livre que j'ai lu, c'est un roman graphique, l'adaptation de 1984 de George Orwell, en BD, en roman graphique. Il y a eu 3 ou 4 versions parues ces dernières années, à quelques semaines d'intervalle. Pour ma part, j'ai choisi la version de Fido Nesti, un illustrateur brésilien. Celle de Fido Nesti dont je vais te parler aujourd'hui, et la toute première adaptation graphique. Il s'agit donc de 1984, un chef-d'œuvre politique et dystopique qui n'a jamais perdu de son actualité, qui nous rappelle que le risque de voir la réalité dépasser la fiction est intemporel. On va suivre l'histoire de Winston Smith, un fonctionnaire qui travaille au ministère de la Vérité. Sa mission, c'est la censure. Il est chargé de remanier l'histoire avec un grand H, remagouiller les archives de sorte à ce qu'elles coïncident avec la version officielle du parti. Mais Winston Smith se rebelle petit à petit face à Big Brother en tenant un objet des plus banals qui est un journal intime dont la possession et l'écriture peut le tuer à tout moment parce que c'est purement interdit. Le roman graphique de Fido Nesti a des tonalités grisâtres, inspiré à la fois du stalinisme et du nazisme. Le totalitarisme de 1984 est parfaitement rendu. C'est déprimant et c'est d'autant plus terrifiant de le voir en images. Il utilise une palette chromatique à 3 couleurs qui rend par moments, je l'avoue, la lecture un petit peu difficile. D'autant plus qu'il y a beaucoup à lire. Les cases sont surchargées car elles intègrent la quasi-totalité du texte d'Orwell. La lisibilité est rendue assez difficile à cause du noir, du rouge, du bleu sombre. On a par moments quelques éclaircies dues à le lien amoureux que Winston va entretenir avec Julia. Et dans un autre sens, je comprends totalement l'utilisation de cette palette pour retranscrire évidemment l'atmosphère étouffante, oppressante et exprimer tout particulièrement les sentiments des personnages. Indifférence, suspicion, tension morale et physique, et l'obsession omniprésente de Big Brother, implacable gardien de l'orthodoxie de la pensée. Évidemment, l'avantage de ce roman graphique, c'est de proposer l'abord nouveau qu'offre la bande dessinée à celles et ceux qui auraient la flemme de lire le roman. Pour un premier contact, ça peut le faire. On enchaîne tout de suite par les podcasts. Il y en a 3 que j'ai à te présenter ce mois-ci avec le Floodcast, un podcast très feel-good, zéro prise de tête, présenté par Florent, j'ai oublié son nom, navré, et Adrien Péniel, podcast dans lequel ils invitent des personnalités pour parler de tout et de rien. Juste des conversations de potes qui partent très très vite en cacahuète. Comme cette anecdote un peu
peu folle où le type s'est chié dessus en boîte. Voilà, ce genre de tonalité-là. Les émissions démarrent toujours sur un petit questionnaire, un petit quiz sur l'actualité. Qu'est-il arrivé à Shakira récemment? Les invités doivent répondre. Elle a renversé un caniche nain. Elle s'est encore faite choper par le fisc. Et c'est toujours à mourir de rire. C'est un véritable bon moment. Je recommande vivement. Ensuite, il y a un podcast un peu moins drôle qui s'appelle Défense de filmer. Il en faut toujours un qui soit badant dans ma liste parce que j'aime ça. C'est un podcast qui va envoyer son micro là où les caméras ne vont pas pour ne citer que leur intro. Une émission présentée par de nombreux reporters de chez Brut qui vont nous emmener dans des endroits hyper difficiles d'accès pour donner la parole à des personnes marginalisées. Et gros trigger warning, c'est un podcast qui évoque parfois des sujets sensibles, beaucoup de violence, beaucoup de sexe et du coup pas du tout ouvert au grand public, une écoute réservée à un public adulte. Pour vous donner quand même une idée de quoi ça parle, il y a un épisode qui va aborder la question des escortes et du féminisme. Et le dernier que j'ai écouté, c'était sur un chef de gang en Guyane. Il y en avait un autre sur des personnes en situation de handicap privées de sexualité. T'as plein d'épisodes comme ça qui te permettent d'avoir un autre regard sur des sujets tabous, très peu évoqués du moins. Et ça permet encore une fois d'abattre encore plus de préjugés et moi ça me plaît énormément. On termine par un de mes podcasts préférés qui malheureusement n'a pas de suite depuis 2020. J'attends toujours la saison suivante. Vous l'avez promis les gars, donc revenez s'il vous plaît. Vite. Il s'agit de Bon Plan. C'est tout simplement un podcast qui va parler d'agriculture en milieu urbain, sous forme de petits reportages, audio, sobres et efficaces, qui durent environ 20 minutes et qui nous présentent des portraits de personnages à la fois très communs et un petit peu extraordinaires quand même, des gens qui ont juste la vocation de mettre un peu plus de verre, un peu plus de nature dans leur vie. On parle par exemple d'autonomie, on parle du coût de la viande, on parle de compost, de bio, de bobo. I am so sad qu'il n'y ait plus d'épisodes depuis 2020. Il faut produire ce genre de podcast, il faut les écouter. On a besoin d'être sensibilisé et d'être éduqué sur des questions écologiques. Et d'ailleurs, Billy Bob, si tu en as d'autres à me conseiller sur la même thématique, je suis preneuse. On enchaîne par la meilleure série de tous les temps. Et ouais, Billy Bob, j'ai trouvé la meilleure série du monde. Alors pourquoi tant de dogmatisme, me diras-tu? Parce que je n'ai pas autant ri devant des épisodes depuis trop longtemps. Petit aparté, aujourd'hui je vais te parler uniquement de The Office US. Il y a deux versions et il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent la version anglaise et ceux qui préfèrent la version américaine. Moi, j'ai découvert par le plus grand des hasards la version américaine avec Steve fucking Carell et c'est un bijou. Et je pense d'ailleurs que cette série, même si tu l'as jamais vue, tu as dû croiser quelques mèmes partout sur internet depuis sa réalisation. On va suivre le quotidien. J'ai déjà le smile parce qu'en fait, je pense à... Bref, cette série me procure de la joie et ça se voit, n'est-ce pas? Donc on va suivre le quotidien des employés d'une entreprise de papeterie qui s'appelle Dunder Mifflin, située en Pennsylvanie. Michael, le responsable régional, pense être le plus chic type de toute la Terre, le plus drôle, le plus stylé, le plus charismatique. Il est vraiment sûr de lui, le gars. Il adore faire profiter de son humour d'ultra beauf à tous ses employés. Il y va évidemment de ses vannes homophobes, grossophobes, racistes, misogynes, validistes, tout ce qui va pas en fait. Il paye sa tournée. Et il ne se doute pas qu'en fait, ses employés ne le tolèrent simplement parce que c'est lui qui signe les chèques en fin de mois, tu vois. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at a pace of 100 beats per minute. Oh, okay. That's hard to keep track. How many is that per hour? How's that gonna help you? I will divide and then count to it. Right. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's staying alive. Okay, that's it. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words is loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's alright, it's okay. You can look the other way. Let it go, let it go. Staying alive, staying alive. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost him. Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Bury him. Wrong. Check for an organ donor card. If he has one, we only have minutes to harvest. He has no wallet, I checked. He is an organ donor. Give me some ice in a styrofoam bucket. Here we go. Why?
Et cette personne exécrable au possible est pourtant mon personnage préféré, le personnage donc de Michael Scott. La série ne cherche pas du tout à dépeindre des situations sublimées par des effets de caméra hyper coquets, pas du tout. C'est une série qui est tournée sous forme de documentaire, avec la caméra à l'épaule, et qui se veut, disons, réaliste. Elle est ponctuée d'entretiens en tête-à-tête avec les personnages, en mode confessionnal, durant lesquels chacun va se livrer et va nous offrir des petites séances d'introspection. Tu sens qu'ils en peuvent plus, les gars. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de lâcher des répliques cultes, d'ailleurs. Les personnages vont parfois te jeter des petits regards appuyés en direction de la caméra, donc. C'est une série qui va se vouloir très complice avec le spectateur, et on adore, on a l'impression d'y être. Ouais, c'est profondément malaisant. Tu pries toutes les divinités pour ne jamais tomber sur cet environnement de travail hostile, mais au final, ils s'amusent bien quand même. Hein. Je pense qu'on rigole bien là-bas. C'est une série qui va pratiquer l'humour absurde. Si tu es friand comme moi, ça va extrêmement bien se passer. Et son plus gros point fort, c'est sa galerie de personnages. Ils vont évoluer tout au long des saisons, ils vont devenir de plus en plus humains. Derrière leur énorme caricature, on finit par s'attacher à eux. On finit par s'identifier à un protagoniste de Dunder Mifflin. Et c'est putain de triste. Ce sont vraiment tous des anti-héros de l'Amérique presque profonde. Ils nous font rire, ils nous émeuvent, ils nous indignent aussi. Je pense que s'il y a un adage, ce serait toujours dans l'excès, jamais dans l'abus, tu vois. Ce sont vraiment leurs défauts et leurs travers qui les subliment et qui les rend attachants. Vous vous souvenez des t-shirts attachantes? C'était pas le malaise absolu? Oui, je mime un t-shirt là, attachante. Horrible. Ce qui renforce tout le naturel de la série, c'est le choix des réalisateurs qui ont décidé de ne pas imposer de répliques précises aux acteurs. Et quand Dwight Schrute et Jim Halper se disputent au début de la série, en réalité, ils improvisent total. C'est la sitcom la moins lisse que j'ai pu voir, où l'on piétine intelligemment le politiquement correct, et c'est savoureux. The Office ne présente pas de message moralisateur, ça dépeint plus que ça ne conclut, et c'est tout simplement l'exemple qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour en faire une série d'une grande qualité. Si tu cherches du feel good en barre, fonce Billy Bob. On poursuit avec les films. On commence tout de suite par Promising Young Woman, qui va nous permettre de suivre le chemin de Cassandra, une jeune femme qui était promise à un brillant avenir, mais qui a subitement sombré dans une mélancolie lorsqu'un terrible événement a flingué le cours de sa vie. Depuis, Cassandra n'est animée que par une chose, faire payer aux hommes. Mighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay. Hey, you're safe. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Do. Promising Young Woman, c'est un film réalisé par Emerald Fennell, Carey Mulligan en tête d'affiche, élu meilleur film britannique de l'année et récompensé par un Oscar. Fennell a travaillé sur de nombreuses séries telles que Killing Eve et The Crown et a donc réalisé son premier film qui a été vendu comme le premier thriller féminin. Thriller qui nous cueille par son ton profondément subversif et engagé à travers un revenge movie contre le machisme le plus ordinaire, le plus crasse, voire le plus meurtrier, une dénonciation féroce de la culture du viol. La réalisatrice n'en fait pas de plaidoyer ni un drame sociologique. C'est plutôt du gros rentre-dedans, acidulé à l'esthétique dite girly, style clip de Katy Perry, et qui aborde des thèmes plus que jamais d'actualité autour de l'oppression féminine. Et tout cela pourquoi? Pour souligner en quoi la culture du viol est systémique et non pas le fait de quelques individus dérangés qui ont la tête de l'emploi comme on aime absolument nous faire croire. Parfois, ça vient de gens sympathiques, de ton cercle proche, voire même très très proche, des nice guys, très sociables, très cultivés, très charismatiques, aimés en grande majorité, et parfois même ça vient malheureusement de tes super copines qui l'ont bien intériorisé, digéré et qui le régurgitent un beau jour en pleine tronche. Bref, le scénario nous montre juste que la culture du viol passe dans le plus grand des calmes, dans des discussions ordinaires avec des gens ordinaires. Il rappelle que c'est notre société, nos préjugés et notre justice qui l'alimentent. Pour ce qui est du film, moi j'oscille entre un manque cruel de subtilité et une approche plus radicale et obstinément plus jubilatoire dans son amoralité. Je me suis dit, étant donné que le film reprend des codes de films d'horreur, de revenge movie en général, autant y aller quoi. Et malheureusement, le film n'y va pas. Il est trop en retenue, c'est trop timide, c'est encore trop sage. Autre défaut, beaucoup de scènes inutiles où t'as vraiment juste envie de brandir ta pancarte, on avait compris, mais je chipote un peu, ça reste un film agréable à suivre, hyper prenant et porté par une Carey Mulligan divine dans sa prestance et par son jeu. C'est un
film presque parodique dans son traitement qu'il réserve aux hommes. Je pense que c'est parfaitement voulu et cohérent. Promising Young Woman est un vrai film féministe qui se paie l'intelligence d'assumer ses extravagances pour donner beaucoup plus de relief à son propos. Et franchement, il se démarque d'une grande majorité de daubes marketées girls power qui n'ont autre prétention que de surfer odieusement sur de vrais sujets en se revendiquant progressistes juste parce qu'il y a un personnage féminin étiqueté badass qui casse des bouches. Je suis obligée de le souligner parce que ça m'agace profondément et là pour le coup on sent la sincérité du message. L'intention était effectivement très bonne et je pense que on doit encore continuer à matraquer des messages féministes jusqu'à temps que ça rentre, jusqu'à temps que ça se résolve. Le film a beaucoup été décrié pour ça. L'important c'est que le message soit bien passé, soit entendu et intégré. Autre film très cool que j'ai regardé ce mois-ci, c'est Once Upon a Time in Hollywood, une histoire qui va se dérouler dans l'Hollywood de 1969 où l'on suit les doutes d'une ancienne gloire de l'écran. Rick Dalton, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui se situe sur la pente descendante de sa carrière d'acteur face à la fin de l'âge d'or du cinéma. Il entretient une tendre amitié avec son cascadeur interprété par Brad Pitt, aka un duo incroyable. Et durant tout le film, durant toute leur épopée, il y aura le spectre de Sharon Tate, interprété par Margot Robbie, et sa célèbre mort qui va planer tout au long de l'histoire. Je le rappelle, années 70, la bande Monson rôde dans un LA à l'apogée de ses années hippies. Ce n'est pas un spoiler, ça finira en bain de sang. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Oh, me Marvin, put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Can you? Point de huis clos cette fois-ci, mais plutôt une fresque qui s'attarde avant tout sur son époque. Tarantino a voulu rendre hommage au cinéma, et plus précisément au cinéma de genre, en mélangeant aussi bien le réel que l'imaginaire. Et on retrouve par exemple un Steve McQueen, un Roman Polanski, un Charles Manson, un Bruce Lee, et le tout subtilement fusionné avec la vision fantasmée du réalisateur. Il y a vraiment de gros clins d'œil à l'univers cinématographique au sens large, beaucoup de name dropping, en veux-tu, en voilà, des affiches créées spécialement pour le film, des scènes rejouées, et tout ceci font partie des multiples références cinématographiques qui feront plaisir aux cinéphiles les plus assidus. Et on ressent énormément de bienveillance que Tarantino porte à tous ses personnages qui l'inondent de nostalgie. Donc c'est une véritable orgie cinématographique de plus de 2 heures, il me semble, 2h30, je sais plus, qui en met plein les mirettes et nous abreuve de toute la science du cinéaste, avec des dialogues savoureux, une très bonne direction d'acteur, un cadre méticuleux. Le dernier segment est absolument jouissif et nous rappelle que c'est bien Tarantino qui est aux commandes. C'est pas du tout un film qui prône le c'était mieux avant. Ce n'est pas non plus une satire hollywoodienne acerbe. C'est juste une déclaration d'amour, une grosse déclat pour le cinéma bis, un véritable vinyle cinéphile qui s'assume en multipliant des extraits de films, de séries qui ont bercé le réalisateur et qui symbolisent tout l'amour et toute la gratitude de ce simple gérant de vidéoclub devenu géant du cinéma grâce à sa passion envers tous ceux qui l'ont inspiré. C'est un très bel hommage. Ensuite, j'ai vu Bohemian Rhapsody, le biopic du groupe mythique Queen et de leur chanteur Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, qui a brisé les conventions, qui a révolutionné la musique. J'ai pas grand chose à dire sur ce film. J'ai passé un bon moment parce que Freddie putain de Mercury est une des meilleures choses que cette terre ait pu porter. Concernant le scénario, j'ai encore noté un manque d'audace, peu de prise de risque visuelle, une biographie sage, proprette, en lecture accélérée qui plus est, et très édulcorée, où seuls les passages musicaux possèdent un vrai relief et m'ont parfois noué la gorge jusqu'aux larmes. Grâce à la prestation incroyable de Rami Mr. Robot Malek qui l'incarne plutôt bien. Ce biopic n'apporte rien de totalement faux, mais tout ou presque est incomplet. Et on imagine bien que toute cette pudeur est destinée à en faire un film tout public. C'est beau comme du Disney, un petit peu trashouille, mais si peu. C'est encore trop lisse par rapport à l'extravagance de l'homme qui l'incarne, mais ça reste un film trop cool parce que... C'est quoi, c'est un décollage de fusée ou...
Une bande-son de folie, Billy Bob, ça donne envie d'écouter Queen encore et encore, et c'est même conseillé pour ta santé mentale. Et enfin, on termine avec le film qui m'a mis la claque cosmique de ce mois de novembre. Il s'agit de Taxi Driver de Jang-hoon, sorti en 2017. On plonge dans les années 80 en Corée du Sud au travers du destin d'un chauffeur de taxi qui, pour se faire quelques ronds en plus, va piquer le client d'un autre conducteur, un journaliste allemand qui veut coûte que coûte se rendre à Gwangju, une ville qu'ils vont avoir énormément de mal à atteindre puisqu'elle est cloisonnée par un état martial qui s'étend peu à peu dans l'ensemble du pays et qui fait front au soulèvement de quelques manifestants. Let's go, Gwangju. 타타타. 10만 원? 또하고가 하루에 택시비를 10만 원이나 준대? Where are you going? 제시가 영어 쪽가 되잖아. 예. Are you 리포터? 네, 뉴스요, 뉴스. 어째 이렇게 찬이 없어? 귀한 손님 왔는데. Les conflits sont présentés comme une révolte de sympathisants communistes avec le Nord, se retrouvent une fois de plus par des médias influencés par le pouvoir pour discréditer des revendications du peuple. Du jamais vu, quoi. Du jamais vu. Et je dois dire qu'encore une fois, le réalisateur m'a bien eu. Ce qui s'apparente de prime abord par une comédie ultra feel-good de par son affiche est en fait un gros drame socio-politique basé sur des faits réels. Ce sont des événements plutôt méconnus sur l'histoire sud-coréenne, hyper intéressante à suivre, à savoir le soulèvement de Gwangju en 1980. Une ville qui a été interdite aux journalistes, une presse muselée, des tirs à balles réelles sur les manifestants et des médias qui déplorent seulement 200 morts officiels. Mais vu le nombre de disparus, on imagine 10 fois plus de victimes. C'était la baffe stellaire. Je trouve que les Coréens sont souvent les champions de la rupture de ton. Ils parviennent à nous faire passer du rire aux larmes avec une facilité déconcertante et tout à fait inattendue. Et la force du réalisateur a été de marier de grands événements avec la proximité d'un quotidien ordinaire. Kim est interprété par Song Kang-ho, qui est devenu très célèbre ces dernières années en Hexagone depuis Parasite, mais qui est juste dingue dans Memories of Murder, dans Snowpiercer, dans The Host, dans Lady Vengeance de Park Chan-wook. Bref, je t'invite chaleureusement à découvrir toute sa filmographie qui mérite toute ton attention parce qu'elle est juste incroyable. Je crois qu'il prépare un film avec Koreeda que j'attends vraiment de pied ferme. Parenthèse fermée sur cet acteur de génie. Ici, Song Kang-ho campe une fois de plus avec talent un rôle de Monsieur Tout-le-Monde. La reconstitution des faits est d'une grande qualité en usant de CGI pour les plans aériens urbains de Gwangju ou de Séoul. Le réal mélange des styles de caméra à l'épaule proche du reportage qui nous plonge au cœur de la manifestation et parfois des plans un peu plus travaillés, plus fixes, proches du thriller noir, notamment lors de courses-poursuites. Mon seul regret par rapport à ce film, c'est l'approche trop manichéenne des événements et malheureusement le dernier tiers du film qui n'évite pas la surenchère digne d'un blockbuster, ce qui décrédibilise un petit peu les propos, mais ça reste une merveille cinématographique qui m'a émue aux larmes. Franchement, j'avais la gorge nouée, mais j'avais tellement la gorge nouée que j'avais mal. Il faut absolument que tu regardes A Taxi Driver et waouh. C'était trop bien. C'est tout pour les films, j'espère que tu as apprécié. On passe tout de suite à la musique avec The Budos Band. Je sais pas si on prononce comme ça. The Budos The Budos un groupe instrumental américain qui mêle plusieurs influences. De la deep funk, l'afro soul et surtout du jazz. Franchement, ça me fait tout drôle aujourd'hui de parler de ce genre de musique que j'ai identifié pendant très longtemps comme de la musique de daron. C'était vieillot quoi, ça ne me parlait absolument pas et je ne sais pas, j'ai eu une épiphanie récemment et je n'écoute que du jazz. The Budos Band, avec leur dernier album, m'a mis une petite claque positive. Ils ont pourtant déjà 20 ans d'existence et c'est de la musique vraiment qui donne envie de taper du pied au son des riffs de guitare ou juste de remuer la tête comme ça, là, calée au fond de ton canapé. C'est vraiment chouette et on écoute tout de suite The Budos Band.
artiste que j'adule absolument, c'est Closy. Chloé Henry, compositrice et instrumentaliste toulousaine de musique électro. C'est vraiment une figure de proue de la nouvelle scène française d'électro. Et je l'ai découverte, je crois, à l'époque avec Koto. C'est un single qui allait super bien avec mes pulsions nomades, les envies d'ailleurs. Vraiment une playlist qui m'a accompagnée durant mon premier voyage solo. Et c'est une musique qui donne envie de voyager finalement, et très loin. J'adore toutes ses influences, elle en pioche un peu partout. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle rassemble autant. Énormément de succès en Asie, en Inde, en Australie, aux États-Unis, en France. C'est trop chouette, Closy, il faut absolument écouter, c'est difficile de passer à côté. C'est tout pour ce bilan culturel du mois. J'espère que tu as apprécié ces petites découvertes. Si tu en as à me transmettre, c'est avec grand plaisir. Pour ce faire, tu n'as qu'à laisser tes petites recos en commentaire. N'oublie pas de laisser un like si tu as apprécié la vidéo et si tu en veux toujours plus, de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines et d'activer la cloche, évidemment. Tu peux me rejoindre sur Instagram sous le nom d'orphée.art pour suivre mon travail, surtout basé dans l'illustration. Et on se retrouve le mois prochain, déjà au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé, Billy Bob, pour faire un bilan culturel de cette fin d'année et tous les trucs que j'ai préférés. Et d'ici là, porte-toi bien, reste curieux, je te fais plein de bisous, à la prochaine.